Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, à quoi sert un compositeur? Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre à cette question, qui est une question à la fois trop vaste, un brin trop provocatrice, et qui n'appelle probablement pas de réponse immédiate. Mais je vais quand même essayer de faire en sorte que vous en sachiez un peu plus, peut-être sur la composition, sur le métier de compositeur, sur le travail des compositeurs. Non. Non, il y a une punition divine qui fait que ce n'était pas possible. Alors je vais essayer de parler bien le micro et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de l'arsène. Pour commencer, avant de vous parler de ce métier de compositeur, je vais me livrer à un petit jeu qui va être de vous demander un, deux, peut-être trois, s'ils ne sont pas trop longs, thèmes sur lesquels improviser. Alors il peut s'agir évidemment de thèmes en relation avec ces rencontres. Ce serait assez normal, mais il peut s'agir de tout à fait autre chose, d'un thème musical. S'agissant de composition, c'est un peu une chose qu'on pourrait attendre. Attention, je ne suis pas omniscient, loin de là, mais si vous avez envie de faire référence ou de fredonner, de chanter, de siffler un thème, je peux essayer d'improviser dessus. Il peut s'agir, et je pense que là, Francis Wolff, qui est en train de poser son manteau, ne me contredira pas, il peut s'agir d'un thème philosophique, une maxime philosophique par exemple. Il peut s'agir d'un poème, s'il n'est pas trop long, d'un vers, d'un poème. Est-ce que vous avez une suggestion? Alors, je vais avoir du mal à vous voir, mais oui, Leili. Ou monsieur. L'accord de Tristan. L'accord de Tristan. Monsieur est connaisseur, très bien. L'accord de Tristan. Merci. Un deuxième thème. Le bateau ivre. Alors, je vais essayer de le combiner avec un autre encore, mais c'est bien le bateau ivre. Alors éventuellement, après avoir parlé de migration, de l'avenir de l'humanité, des chemins d'Afrique et d'Amérique, Strange Fruit de Billie Holiday. Strange Fruit. Très bien. Strange Fruit et le bateau ivre alors. Donc le fruit ivre.
Merci, merci beaucoup. Alors, quels sont les mécanismes qui entrent en ligne de compte? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Quels sont les mécanismes qui entrent en ligne de compte quand un improvisateur improvise? Ça n'est pas tout à fait répondre à la question à quoi sert un compositeur. Ça suppose qu'un compositeur ne sert plus à rien, qu'on n'a plus que des improvisateurs sur Terre, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. S'agissant du premier thème qui m'a été donné, l'accord de Tristan. Alors, si je m'en étais tenu simplement à l'accord de Tristan, on n'aurait eu pas grand-chose, on aurait eu un accord très célèbre dans l'histoire de la musique, l'accord qui ouvre, ou presque, à vrai dire, il est quelques notes après celle qui ouvre le prélude de Tristan, et on a beaucoup glosé à son sujet, car c'est un accord dont on s'est demandé longtemps en quelle tonalité il était, est-ce qu'il est en La mineur, est-ce qu'il est en Mi mineur, peu importe, c'est un accord ambigu, en harmonique, c'est-à-dire qu'il y a une orthographe harmonique différente selon le point de vue dont on le considère ou le point d'écoute dont on le considère. Et ça m'a suggéré une improvisation qui commence effectivement comme le prélude de Tristan, mais évidemment réduit au piano, sans les qualités de parure orchestrale assez magiques que l'orchestre lui confère chez Wagner, et d'essayer d'improviser dans le style de Wagner, c'est-à-dire avec ce principe d'une mélodie continue, pas d'arrêt, vous avez pu l'entendre, c'était quelque chose d'assez bavard, sans interruption, sans pause, sans silence, alors même qu'il est difficile de concevoir une musique qui avance sans quelques moments de silence, et puis qui interrogeait certains des traits caractéristiques de la musique de Wagner, c'est-à-dire, outre cette mélodie continue, cette sensation d'extrême fluidité, cette ambiguïté, j'essaie de ne pas être trop technique, dans les tonalités que l'on traverse, allant parfois visiter des tonalités assez éloignées, mais revenant toujours sur la terre ferme. Et puis, autre ambiguïté, celle de la signature des accords, qui sont souvent des accords très chromatiques, qui permettent, on va dire, comme si on rampait, de glisser, de ramper d'un accord à l'autre. Deuxième thème, au pluriel, le bateau ivre, donc référence probablement à Rimbaud, si ce n'était de façon très indirecte à une pièce que j'ai écrite moi-même pour orchestre il y a 2 ans, d'après le poème de Rimbaud. Même si c'est une pièce purement instrumentale, elle s'inspire à la fois du titre et de la construction de ce poème. Et puis Strange Fruit, étrange fruit, chez Billie Holiday. Ces étranges fruits, ce sont, chez Billie Holiday, dans une très belle chanson, ces corps des pendus noirs que l'on pouvait trouver donc pendus à certains arbres comme ignoble façon de, pour certains blancs dans les États du Sud, certains blancs racistes proches du Ku Klux Klan, de s'amuser entre eux, on va dire. Et là, soit je me souvenais de la mélodie ou des harmonies de cette chanson, ce qui n'était pas le cas, soit j'essayais de broder en essayant de retrouver à la fois, s'agissant du bateau ivre, ce que cela peut suggérer, alors avec la quantité d'images fortes qu'on peut trouver chez Rimbaud, mais notamment l'idée de voyage, d'espace, de chemin sinueux, de fluidité, donc une musique qui joue plutôt sur des aspects de continuité, là où Strange Fruit nous rappelle plutôt le sud des États-Unis, dont j'ai fait entendre un hymne qui s'y rapportait, et puis d'autres choses plus directement liées aux États-Unis, dans ce que peuvent avoir parfois d'horrible, ou dans ce qu'ils pouvaient avoir d'horrible il y a quelques décennies. À quoi sert un compositeur? Ce petit préambule pour essayer de suggérer une réponse à cette question. On peut se demander effectivement à quoi peut servir un compositeur aujourd'hui. Est-ce qu'un compositeur sert à quelque chose? Est-ce qu'il n'a jamais servi à quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui il sert à quelque chose plus que dans les décennies, les siècles précédents? Ce sont quelques-unes des questions que je voudrais aborder de façon un peu informelle, en insistant tout d'abord sur une chose qui m'arrive assez fréquemment lorsque je dois préciser quel est mon métier comme musicien. Je précise que je suis compositeur et parfois je me sens obligé de spécifier que je suis un compositeur de musique classique,
contemporaine et, je précise parfois, accessible. Alors, pourquoi tout cela? Classique, parce que, même s'il peut m'arriver de m'inspirer de certaines musiques dites actuelles, c'est-à-dire les musiques populaires d'aujourd'hui, je n'écris pas de la pop, je n'écris pas de chansons de rock, je n'ai pas encore écrit de comédie musicale, même si ça me démange. Je suis un compositeur de musique, on va dire savante, avec tous les guillemets de rigueur, compositeur de musique classique, contemporaine, parce que, comme vous, je suis de mon temps. Je ne suis pas un compositeur mort, je ne suis pas encore un compositeur enterré. Compositeur de musique contemporaine, évidemment, c'est aussi une façon de distinguer, encore une fois, compositeur de musique dite contemporaine avec ces compositeurs de musiques actuelles. Ceux que l'on a tendance parfois à appeler des auteurs-compositeurs, parce qu'ils sont souvent eux-mêmes les auteurs des paroles qu'ils mettent en musique, quand ils écrivent de la musique non instrumentale exclusivement, mais vocale, ou encore compositeurs-interprètes, car très souvent dans le milieu des musiques populaires, le compositeur est aussi un interprète. Même si c'est aussi mon cas, il faut remarquer que dans le petit cénacle de la musique contemporaine, c'est plutôt une exception que la règle. Rares, aujourd'hui, sont les compositeurs qui sont aussi des interprètes. On peut d'ailleurs s'en lamenter. On peut surtout remarquer que c'est une chose assez récente dans l'histoire de la musique. Jusqu'au début du XXe siècle, tous les compositeurs, ou presque, Berlioz était peut-être l'exception, étaient eux-mêmes des interprètes. Le plus souvent, ils se produisaient en concert, et très souvent, ils étaient des virtuoses de leur instrument qui était souvent, mais pas toujours, le piano. Alors Berlioz, cas très à part, il se produira en concert, il vit certes en donnant quelques leçons avant de pouvoir percer comme compositeur et surtout comme chef d'orchestre et comme critique musical. Il joue un peu de flûte, il joue un peu de guitare. La plupart de ses contemporains donc, sont des pianistes. On en connaît des très grands, Chopin, Liszt, bien sûr. Un autre peut-être moins virtuose, mais qui est un grand pianiste, jusqu'à ce qu'il se casse bêtement un doigt en voulant le renforcer, paradoxalement, c'est Schumann. Mais son épouse, Clara Schumann, est elle-même une grande pianiste et une grande compositrice. Et puis quelques violonistes, moins nombreux, mais on en connaît un certain nombre. Paganini, par exemple, moins connu, Wieniawski. Il se produit une chose au début du XXe siècle. Les métiers tendent à se spécialiser un tout petit peu, et même si on compte encore quelques très grands compositeurs pianistes à cette époque, Rachmaninoff en est un, mais on pourrait aussi mentionner Bartók, qui vit en donnant des cours de piano et qui se produit assez fréquemment comme pianiste, qui nous a laissé plusieurs enregistrements de sa propre musique et de la musique des autres. En fait, à partir de là, très souvent, on a l'impression que la profession de compositeur ne se couple plus tellement avec celle de pianiste, mais plutôt avec celle de chef d'orchestre. Beaucoup de compositeurs se mettent à diriger leur propre musique. C'est ce que l'on demande à Ravel, qui, comme pianiste, ne joue que sa sonatine, ce qui n'est pas une œuvre extrêmement difficile, comparée par exemple à Gaspard de la Nuit, comparée à ses deux concertos pour piano. Ravel s'essaie aussi à la direction d'orchestre. Un autre très grand compositeur du XXe siècle, peut-être le plus grand, Stravinsky, se produit un peu comme pianiste, seul, avec son fils aussi, fait quelques tournées comme cela pour se faire connaître, mais se produit surtout comme chef d'orchestre en dirigeant un certain nombre de ses œuvres. Aujourd'hui, les deux activités sont le plus souvent dissociées. Ça va probablement de concert avec l'idée d'une spécialisation accrue des tâches. C'est aussi peut-être dommageable parce que certains compositeurs en viennent à oublier la nécessité qu'il peut y avoir, à mon avis, d'écrire non pas contre l'instrument, mais pour l'instrument, et vont écrire peut-être des choses, on va dire, inutilement difficiles et qui n'ont pas l'efficacité que pourrait avoir une écriture qui est directement destinée à des interprètes. Alors, compositeur de musique classique, contemporaine, et parfois, je précise, accessible. Alors, musique classique, je dis, hein, je ne suis pas comme Johnny Hallyday, malheureusement, ou comme d'autres. J'écris de la musique qui est plutôt jouée dans des ensembles, par des ensembles
de musique qui sont soit spécialisés dans la musique contemporaine, c'est assez rare, soit plutôt par des ensembles et dans des lieux assez généralistes. Voilà pourquoi, outre le fait qui touche plutôt une question de langage, de style, pourquoi j'ai tendance à préciser compositeur de musique plutôt accessible. Contrairement à d'autres compositeurs qui en général se produisent devant des cénacles de musique contemporaine assez spécialisés, devant un public lui-même spécialisé, souvent pour des ensembles eux-mêmes spécialisés, par exemple en France, l'ensemble intercontemporain, en Allemagne, l'ensemble moderne, mais qui est beaucoup plus éclectique que l'ensemble intercontemporain, le London Sinfonietta en Grande-Bretagne, lui-même plus éclectique que l'ensemble intercontemporain. Je suis plutôt, et d'autres compositeurs dont je me sens proche sont dans la même situation, joués par des interprètes généralistes, dans des circonstances souvent généralistes, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare que ce soit des concerts où l'organisateur panache son programme d'une pincée de répertoire et d'une pincée de musique contemporaine. Il y a même une association qui s'appelle Musique Nouvelle en Liberté, dirigée par Benoît Dutertre, qui s'est spécialisée dans le fait de subventionner non pas tant les créations, non pas tant les compositeurs, mais les festivals, les ensembles qui vont dans le sens de ce panachage. Pour éviter d'avoir des concerts où il n'y ait que de la musique du répertoire, ce qui ne permettrait pas de s'ouvrir à d'autres esthétiques plus contemporaines, pour éviter d'avoir une musique qui soit exclusivement, des concerts qui soient exclusivement concentrés sur la musique contemporaine. Vous avez comme ça des concerts avec 100% de musique écrite dans les 30 dernières années. Cette association a voulu faire en sorte que soient privilégiés des concerts qui privilégient une musique écrite avant 1970 pour une part, et puis après 1970. Alors, peut-être vous posez-vous la question très directe, très bassement matérielle, de savoir de quoi vit un compositeur. Là encore, la distinction avec un compositeur qui serait un compositeur de pop, de variété, mérite d'être mentionnée. Nous avons, nous, compositeurs de musique savante, un luxe très important qu'on peut souligner, qui est que à partir d'un certain niveau de notoriété, lorsque nous écrivons de la musique, nous avons la chance que cette musique puisse être commandée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans le jargon très spécifique de la musique contemporaine, il y a une différence entre demander que l'on écrive une œuvre et commander une œuvre. Grosso modo, si on vous la commande, c'est que vous êtes certain qu'elle sera jouée et en plus de cela, normalement, votre travail méritant salaire, vous serez payé pour l'avoir composé, l'œuvre. C'est une conséquence non négligeable, c'est-à-dire que même si cette œuvre est un four total, même si c'est un bide, même si ça n'est jamais repris, le compositeur sera payé, ce qui est à la fois probablement une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que cela peut, en tout cas c'est ce que l'on peut considérer, cela peut amener les compositeurs à risquer quelques esthétiques, à risquer des incursions dans des domaines qu'ils n'auraient probablement pas risqués s'ils n'avaient pas la certitude que de toute façon leur travail serait financièrement récompensé. C'est peut-être en revanche une mauvaise chose en ce que cela va avoir tendance à, on va dire, accroître la singularité des compositeurs de musique contemporaine par rapport aux autres compositeurs et à faire en sorte qu'ils vivent encore un peu plus dans une bulle, ce qui est déjà pas mal le cas. Autrement dit, là où un compositeur de variété le plus souvent doit compter sur le flux actualisé des revenus qu'il va tirer de ses droits d'auteur, très souvent dans ce cas d'ailleurs, ils sont massifs au début et ils tendent à s'amenuiser, même lorsque la pièce en question, la chanson en question est un tube. Pour un compositeur de musique contemporaine, la situation est inverse. Dans 90% des cas, l'œuvre effectivement est jouée, éventuellement rejouée, mais n'est pas reprise dans les années qui suivent. C'est le triste lot de la plupart d'entre nous, et je m'inclus parmi eux. Il peut arriver en revanche que l'œuvre connaisse une seconde, une troisième vie, soit reprise, soit parfois exhumée après plusieurs années de silence. Mais de toute façon, comme pour la plupart d'entre eux, il y a la certitude que le travail fourni, quelle que soit la qualité de l'œuvre produite et quel que soit son succès auprès du public, sera récompensé. Cela peut avoir une certaine incidence
sur les revenus qu'il peut avoir. Je l'ai dit, ces compositeurs, en règle générale, aujourd'hui, ne se produisent pas en public comme interprètes parce que ils ont très souvent cessé la pratique d'un instrument relativement tôt et ont en général dissocié ces deux activités. De quoi vivent-ils très souvent lorsqu'ils ne sont pas seulement compositeurs? Ils peuvent enseigner, rarement la composition parce que les postes sont rares, mais ce peut être l'orchestration, ce peut être l'harmonie, le contrepoint, ce peut être, et c'est très souvent le cas, l'analyse, ce peut être, et c'est peut-être moins chanceux pour eux, le solfège, la formation musicale. Souvent, certains dirigent des conservatoires, d'autres font tout à fait autre chose. J'ai connu comme ça dans le passé un compositeur qui composait le jour et qui la nuit était magasinier, donc tout à fait autre chose. La SACEM avait fait une étude il y a une vingtaine d'années qui a été réactualisée et qui montrait que sur les 800 compositeurs à peu près de musique savante qui avaient déposé une œuvre à la SACEM dans les 12 derniers mois, seulement 20 parmi eux vivaient de leur composition. Alors attention, parmi ceux-là, il y a en plus de ces 20 qui peuvent se payer le luxe de vivre de leur musique, il y a en plus de cela des compositeurs qui préfèrent enseigner, qui préfèrent se produire pour des raisons d'équilibre personnel, parce qu'ils veulent varier leurs revenus, parce qu'ils sont averses au risque et pensent à l'avenir pour des tas de raisons. Mais on peut dire que 20 sur 800, ce n'est pas grand-chose, effectivement. Alors sinon, qui commande une œuvre? D'abord, autant s'agissant de mécènes dans le domaine des arts plastiques, vous voyez un petit peu comment se passent les choses, que l'œuvre qui va être ensuite achetée par un acheteur soit une commande ou qu'elle soit préexistante, l'acheteur ensuite s'en trouvera l'acquéreur, normalement le seul acquéreur. C'est-à-dire que l'artiste, le plasticien, se verra dépossédé de son œuvre. Ce n'est pas la même chose quand il s'agit de musique où l'œuvre, une fois commandée, une fois créée, reste la propriété du compositeur ou la propriété du compositeur et de son éditeur. Ça va avoir une importance considérable. C'est-à-dire que là où dans les arts plastiques, on peut parfois atteindre des niveaux de vente considérables, qui peuvent dans certains cas se chiffrer en millions, en musique, on en est très loin. Il n'est pas rare qu'une œuvre soit écrite pour 1, 2, 3 milliers d'euros. Tout simplement encore pour la raison que j'ai dite, et aussi parce que il faut bien voir qu'un compositeur, qu'est-ce qu'il va avoir comme intérêt à composer une œuvre? Tout simplement, soit sa satisfaction personnelle, ça existe, soit le fait que le compositeur s'engage autant que possible, je vais revenir sur ce autant que possible, à ce que à chaque fois que l'œuvre sera donnée, mention soit faite du commanditaire. Il sera précisé commande de un tel, commande de telle fondation, commande de tel festival. Cela vaut autant que possible lorsque l'œuvre est rejouée, mais fort heureusement pour un compositeur, si une œuvre est rejouée, c'est qu'elle ne lui appartient plus vraiment et qu'il n'est plus maître on va dire, du calendrier de ses exécutions et de ses reprises, et donc il ne peut pas toujours contrôler que cette mention soit précisée. En revanche, si l'œuvre est éditée, en première page, c'est ce qui figurera sur la partition, si l'œuvre est enregistrée, cette mention commande d'un tel ou de telle fondation figurera sur le livret. Qui commande? Alors, bon, je l'ai dit, des mécènes de temps en temps, à titre personnel, des fondations. La fondation Safran fait cela, il y a une fondation qui est liée à la Société Générale, une fondation qui était traditionnellement liée à France Télécom, puis à Orange, et qui, on peut comprendre pourquoi, s'agissant de la voix, se spécialise dans la musique chorale et dans la musique vocale. J'ai eu la chance, comme compositeur, de bénéficier en 2004 d'une commande de Marie-Pierre Langlamet, harpiste du Philharmonique de Berlin, peut-être le meilleur orchestre au monde. Marie-Pierre Langlamet avait touché une somme assez importante de l'Académie des Beaux-Arts, et au lieu, comme ses consoeurs et ses confrères, de dépenser cette somme pour elle, elle avait choisi de passer commande à des compositeurs français et américains. Donc, par
parfois des interprètes passent eux-mêmes commande quand ils tiennent à avoir une œuvre d'un compositeur en particulier. Sinon, les festivals passent commande, parfois avec l'aide de la SACEM. Radio France est un gros commanditaire, et un commanditaire plutôt éclectique, on va dire pluraliste dans ses goûts. L'État aussi commande, c'est ce que longtemps on a appelé des commandes d'État, puis le nom devait sonner un peu trop grossier. On appelle maintenant cela des aides à la création. Sans entrer trop dans la polémique, remarquons simplement qu'elles ne sont pas très éclectiques et que bien des compositeurs n'ont pas la chance d'en bénéficier alors même qu'ils bénéficient d'une grande notoriété. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, orchestre, maison d'opéra, maison de ballet, festival et tous ces autres commanditaires dont il était question jusque-là. Alors, quelle heure est-il? J'ai encore une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes. On me demande parfois si j'ai des moments privilégiés dans la journée pour composer. Est-ce que j'ai des rituels comme compositeur? Alors, le plus souvent, il faut bien se rendre compte que la composition est un luxe et qu'elle demande, en tout cas dans mon cas, du temps, d'avoir du temps libre, d'assez large et d'assez longue plage de temps libre pour se plonger dans ce travail de concentration. Alors, il arrive parfois, lorsque j'ai pas mal esquissé une œuvre qui se trouve devoir être écrite pour un ensemble, pour la musique de chambre ou peu de l'orchestre, que ne bénéficiant que d'un temps relativement limité, une plage de temps assez brève, je décide de me consacrer non pas à ce qui pourrait être, on va dire, le plus dévorant, le plus carnivore en termes d'énergie, mais et qui serait le travail de composition proprement dit, mais de me livrer plutôt à un travail d'orchestration qui, d'une certaine façon, demande moins d'intensité, non pas capitalistique, mais on va dire d'intensité créative. Reste que composer demande beaucoup de temps, c'est une activité solitaire pour l'essentiel, ce que ne sont pas nécessairement les activités de chorégraphe, même de plasticien, même, et je vais y revenir, d'écrivain. Vous le savez sans doute, un scénariste par exemple, un type un peu particulier d'écrivain, peut tout à fait s'adjoindre les services d'un autre scénariste et le travail se fera à 2, voire à 3. Il peut se contenter d'adapter une œuvre préexistante. S'agissant de musique, c'est plus rare. Alors, quelques travaux d'adaptation quand même qui sont liés à cette question des commandes que j'ai assez envisagées. On me dit parfois, mais si tu ne composes plus aujourd'hui que sur commande, tu ne dois pas être très heureux, tu ne dois pas écrire ce que tu veux. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, j'ai la chance d'avoir suffisamment de propositions pour pouvoir choisir parmi elles et choisir celle qui me plaît. Ensuite, je considère que les contraintes inhérentes à une commande, et je vais essayer de vous préciser lesquelles elles sont le plus souvent un déclic, source d'expression et de création de façon plutôt fructueuse. Qu'est-ce que cela veut dire? En règle générale, un commanditaire, lorsqu'il passe commande à un compositeur, il ne lui fixe pas grand-chose. Il lui fixe une nomenclature, c'est-à-dire une formation instrumentale ou chorale. Il veut qu'on lui écrive une pièce pour piano seul, ou de la musique de chambre, ou une pièce pour un chœur d'enfant, parfois, il sera plus précis. Il fixe une durée de l'œuvre, parce que cette œuvre, en règle générale, est faite pour être créée, programmée au sein d'un programme déjà préexistant, et on va avoir une notion de sa durée pour que le concert puisse se bâtir, se prévoir à l'avance. Et normalement, c'est à peu près tout, à part un délai qui correspond aussi au moment où il faut rendre la partition et au temps dont auront besoin les interprètes, instrumentistes, chanteurs, choristes, pour monter l'œuvre en question. Évidemment, il y a quelques cas un peu limites. Par exemple, il y a quelques années, un ami m'avait commandé en fait une œuvre pour son mariage, pour l'offrir à sa promise. Si j'avais écrit une œuvre particulièrement triste, sinistre et glauque, je pense qu'il m'en aurait un peu voulu. Symétriquement, si on me demande d'écrire un De Profundis ou un Requiem,
et que je compose une œuvre particulièrement allante et guillerette, peut-être vais-je surprendre un peu mon auditoire. Mais à côté de ces cas limites, rares sont les cas, lorsque vous écrivez de la musique pour le concert, où la contrainte est forte. Je précise pour le concert. S'il s'agit évidemment de musique de film, vous pouvez en douter, vous avez parfois à travailler à l'image et la contrainte va être forcément beaucoup plus importante. S'il s'agit même de mettre en musique un texte qui vous est imposé, ça a été le cas il y a quelques années. Une ancienne juge de la Cour européenne de justice allemande à la retraite avait une idée très précise. Elle voulait une œuvre pour un contre-ténor et un piano, pour un contre-ténor de ses amis, qui est un Chinois qui vit à Londres. Pour cette raison, elle s'était fixée sur une poétesse chinoise du XIIe siècle. Nous avons choisi ensemble 4 textes qui pouvaient former un cycle, on peut dire, qui correspondent à peu près au cycle des saisons. Il correspondait aussi à une rencontre amoureuse, à l'éveil du sentiment amoureux, à une passion dévorante et une passion qui, dans la dernière des saisons, l'hiver probablement, se révélait tragique et les amants se séparaient. Bon, ça c'est un cas un peu limite. C'est assez rare lorsque on vous impose à ce point un texte, mais ça peut se produire. Il m'est arrivé 3 fois, et une 4e fois va peut-être se produire, de devoir écrire un conte musical sur un texte préexistant. Dans ce cas, vous êtes évidemment guidé par le texte, même si souvent la liberté vous est laissée de pouvoir mettre en musique tel ou tel passage de ce texte, que tel autre soit entonné par un récitant sans musique par-dessus. En règle générale, quand même, vous êtes très contraint par la présence même du texte. Alors, je dis que c'est une activité quand même solitaire par rapport à d'autres, si je la compare par exemple à l'activité d'un romancier. Un romancier aura toujours le loisir, s'il le veut, s'il fait confiance à un confrère, à un ami, à un proche, de lui faire lire quelques pages, parfois même la totalité du roman qu'il a écrit, pour avoir un avis. S'agissant de musique, il faut vraiment avoir parmi ses amis quelques saints hommes, quelques saintes femmes, qui veuillent bien passer parfois, on va dire, une vingtaine de minutes à essayer d'entendre mentalement une partition d'orchestre avec 40 parties réelles. Cette partition qui, peut-être, si elle fait une page, durera 6 secondes à l'exécution et qui lui demandera donc à cette personne une vingtaine de minutes pour s'en imprégner totalement et vous donner son avis. Ça peut se produire, mais c'est assez rare. Il existe évidemment, pour des compositeurs d'une certaine génération, pas les plus âgés d'entre eux, mais certains autres, et j'en fais partie, utilisons des logiciels de mise en partition, un peu, j'imagine, comme un écrivain utiliserait un logiciel de Word, par exemple, comme traitement de texte. Ces logiciels de mise en partition, attention, ce ne sont pas des aides à la composition, ce ne sont pas ces logiciels que développe par exemple l'IRCAM qui sont là pour vous aider par exemple à orchestrer ou pour vous aider même dans votre créativité à ébaucher ou à parachever telle ou telle œuvre. Ce sont simplement des logiciels qui vous permettent d'y voir plus clair. Autrement dit, lorsque je l'utilise moi, lorsqu'une idée me vient, je travaille au piano avec du papier à musique, un crayon, une gomme, c'est évidemment important la gomme, et assez rapidement, une fois que l'esquisse est fixée, couchée sur le papier, je ressens le besoin de la graver sur ordinateur grâce à un logiciel qui s'appelle Finale, tout simplement pour y voir plus clair, et aussi parce qu'à partir de là, si je veux transposer mon extrait, si je veux en copier une partie, voire en coller une partie, ce peut être très utile. Longtemps, le logiciel dont je me servais avait un bug qui faisait que je ne pouvais pas entendre la musique que j'avais saisie. Et c'était tant mieux, parce que cela me forçait à entendre intérieurement le plus intensément, le plus profondément possible ce que j'avais sur ma feuille de papier. J'y voyais simplement plus clair, et c'était bien utile, si j'avais à faire encore une fois une partition d'orchestre avec 40 parties réelles, de pouvoir la voir sur un papier
très clair et de pouvoir modifier telle ou telle mesure sans avoir à déchirer ma feuille et à me remettre au travail s'il était question d'une partition totalement manuscrite. Mais à part cela, je devais quand même fournir cet effort assez important d'essayer de me représenter mentalement, note par note, mesure par mesure, comment cette musique allait sonner. Désormais, je suis passé à une version ultérieure dans mon logiciel, il ne bug plus, donc je peux éventuellement entendre dans un son MIDI de piètre qualité la musique que j'ai. Ce qui est assez utile quand il s'agit de musique vive, très rythmique, ce qui me permet par exemple de contrôler des polyrythmies assez complexes, des superpositions de rythmes que j'aurais moins de facilité à pouvoir entendre distinctement en me fiant à mon seul intellect et à mon oreille interne. Reste que quand il s'agit de musique lente, de musique avec un rythme assez souple, rubato, tout simplement de musique assez contemplative, ces logiciels vous donneront une image sonore assez piètre et assez peu fidèle à la réalité. Il va falloir que votre oreille adapte ce que vous pouvez entendre de cette façon-là. J'espère que j'ai été à peu près clair sur cette question. Resterait à savoir si le fait de travailler avec un logiciel a pu avoir une incidence sur ma façon de composer. Est-ce que cela me conduit à répéter davantage ? Ce serait un comble, mais ce n'est pas totalement impossible. Et là, pour le coup, je pense que le parallèle avec un écrivain ne vaut pas. Je ne pense pas que le fait de pouvoir faire pomme C, pomme V pour un écrivain le conduit nécessairement à écrire une littérature répétitive, comme on parlerait de musique répétitive. Je vais peut-être prendre une ou deux questions, si vous en avez, et si je vous vois. Oui, je crois que Lélie, elle avait levé le micro. Tu dis, Lélie, on est entre amis, là, hein? On est qu'entre amis. C'était une suggestion d'improvisation, donc... Alors, je vais peut-être d'abord prendre oui. Là où les questions, s'il y en a. Oui, il y a quelqu'un. Je crois Pierre-Henri. Ah, Pierre-Henri. Oui, à un moment, tu as dit un compositeur qui compose contre l'instrument. Est-ce que tu pourrais préciser ? Sans être polémique ou en étant polémique ? En étant polémique, bien sûr. Très bien. Alors, d'une certaine façon, la marge n'est pas si étroite que ça pour un compositeur, en tout cas elle ne l'était pas jusqu'à des temps assez récents, s'agissant de savoir s'il devait écrire pour ou contre l'instrument. Je m'explique. Si un compositeur écrit une étude, cette étude, même si c'est souvent sous son aspect d'étude compositionnelle, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à un aspect compositionnel très particulier, tel type de technique compositionnelle, cette étude va essayer d'explorer cette technique sous toutes ses facettes, et puis, une fois qu'elle en aura épuisé, entre guillemets, toutes les possibilités, on passera à une autre étude. Ces études compositionnelles se doublent le plus souvent chez les plus grands, Chopin, Liszt, un peu plus tard, par exemple Stravinsky, Bartók, d'une étude de vélocité. C'est même probablement chez quelques pianistes-compositeurs, et je fais une distinction entre le pianiste-compositeur, ceux que j'ai cités, pardon, je fais une distinction entre le compositeur-pianiste, ceux que j'ai cités, et les pianistes-compositeurs, c'est-à-dire des compositeurs que l'on retient surtout pour leur production de pianistes aujourd'hui, des gens moins connus, Moscheles, Hummel, Czerny, Moszkowski. Chez ceux-là, l'étude est moins une étude compositionnelle qu'une étude, on va dire, effectivement, de virtuosité, voire parfois de vélocité. Elle va se concentrer non pas sur un problème compositionnel, mais plutôt sur un problème technique. Bien sûr, il arrive que les deux coïncident et que cette difficulté pour l'interprète que le compositeur veut souligner soit pour lui comme un adjuvant à son imaginaire pour créer un monde qui prenne en compte cette difficulté et essaye de la subsumer ou de la transcender. Est venue, à partir des années 1950, de l'idée d'une tabula rasa de certains compositeurs près de la nébuleuse de Darmstadt, l'idée qu'il fallait
donc se déprendre de tout ce qui pouvait de loin ou de près se rapporter à la tradition, donc pas de rythme mémorisable, pas de pulsation, pas de mélodie, même pas de thématisme, pas d'harmonie, aucun de ces repères perceptifs, aucune de ces balises qui, jusqu'alors, guidaient la perception. Simultanément, il est apparu que dans cette espèce de chaos plus ou moins organisé, la question de savoir si une partie jouée par un interprète, soit seul si l'œuvre est écrite pour lui seul, soit appartenant à un ensemble de musique de chambre, un ensemble tout court, un orchestre, que cette partie soit ou non, on va dire, efficace en termes de rendu sur difficulté, hein, c'est cette espèce de quotient assez magique qui pourrait définir l'efficacité instrumentale, que cette chose avait peu d'importance. Et donc, certains compositeurs, soit se sont concentrés dans cette idée d'étude à la fois compositionnelle et on va dire de virtuosité. C'est le cas d'un grand compositeur comme Berio, qui a écrit ses sequenze, une série de séquences, de sequenza, pour différents instruments, qui étaient redoutablement difficiles, mais dont les difficultés, on pouvait dire, n'étaient pas totalement gratuites, puisqu'elles avaient au moins cet intérêt qu'elles permettaient à l'interprète d'aller au-delà de ses limites. D'autres, en revanche, ne se sont absolument pas préoccupés de la chose, mais lorsque je dis, avec un brin de provocation, qu'ils ont écrit contre l'instrument et non plus pour l'instrument, je veux dire par là qu'ils ne se préoccupaient absolument plus de cette recherche d'efficacité et que peu importait même le résultat sonore, pourvu que la partition puisse, alors vraiment de façon, dans ce cas, visuelle et non plus du tout auditive, faire de l'effet. C'est, on peut dire, le début d'un grand bluff dans la composition qui consistait à ne plus s'intéresser du tout à ce que pouvait ressentir un interprète à la lecture d'une partition, à ne plus s'intéresser davantage au résultat sonore, mais simplement à l'image purement graphique de la musique sur la partition. Moi, justement, ça me fait penser à la littérature. C'est un peu quand justement il y a juste une concentration sur le style et qu'on en oublie plus le fond. Et vous, malgré peu de tranches horaires en fait, où vous avez le temps, justement, dans votre quotidien, vous disiez que vous aviez donc pour aller à l'efficacité, vous alliez vers la forme, à l'orchestre, vous pensiez orchestre. Mais je sais, je vais vite, hein, je sais que vous mettez le fond, tout ça, mais est-ce que malgré tout, et ce peu de temps ou tout ce que vous avez à faire, vous avez trouvé, vous, votre style, c'est un grand mot, mais voilà. Alors, je pense qu'il vaudrait mieux poser la question à ceux qui connaissent ma musique. Je ne suis probablement pas le mieux placé pour y répondre. Mais d'abord, même si je ne suis pas certain d'avoir trouvé mon style, voire un style unique, il m'arrive parfois d'explorer des directions assez variées. Je me console en me disant que certains des très grands dans le passé faisaient de même. Y a-t-il un style de Bartók entre les musiques de Bartók, pour prendre un des très très grands compositeurs du XXe siècle, musique nocturne, musique de plein air, comme il les appelait parfois, plutôt contemplative, avec quelques événements épars ici et là. Entre ces musiques-là et des musiques qui sont plutôt des musiques machinales, motoriques, presque métronomiques, horlogères dans la fonction de fonctionner, on a l'impression d'avoir affaire à deux mondes différents. C'est pourtant le même compositeur. Et c'est encore un troisième compositeur que le compositeur chez Bartók qui s'inspire plus ou moins, mais parfois extrêmement directement et fidèlement de certaines des musiques populaires de son temps, musique des Balkans, de l'Anatolie, de l'Afrique du Nord, d'autres endroits encore. Entre le Bartók assez spéculatif, un brin cérébral, et le Bartók extrêmement sensuel, en prise directe avec son temps et avec le zeitgeist, on va dire, des contrées qu'il visite en ethnomusicologue
plus encore qu'un compositeur, on a deux mondes différents. Pourtant, je pense que c'est le même. Je pense être moi-même, même dans des pièces où je m'inspire à ma façon de funk, de techno, de pop, ce qui m'arrive depuis une douzaine d'années peut-être, en essayant de passer cela au filtre de ma sensibilité, dans d'autres qui sont très contemplatives, presque non modulantes, un peu dans un esprit de Gorecki ou d'Arvo Pärt. Ce sont peut-être des compositeurs que vous connaissez. Apparemment, il n'y a pas grand-chose en commun. J'ai pourtant l'impression que la recherche d'une certaine qualité d'hypnose, la recherche d'une certaine forme de consonance, parfois polluée par quelques accidents, quelques parasites, quelques dissonances, jetterait un pont entre ces univers apparemment très dissemblables l'un de l'autre. Oui. Bonjour Carole. Ça prolonge un peu la question de Pierre-Henri tout à l'heure. On a le sentiment que dans la modernité, certains artistes abusent un peu de leur sincérité. Je pense à Flaubert qui disait ce qu'un écrivain écrit de meilleur, on l'écrit contre soi. Kafka dit quelque chose comme ça aussi, on écrit contre soi. Est-ce que ça a du sens, ça, pour un compositeur musical, pour toi en particulier, et lequel? Alors, tu cites là deux compositeurs qui, d'une certaine façon, ont représenté probablement un versant de la modernité littéraire. Et pourtant, ce sont aussi deux compositeurs qui, d'une certaine façon, sont aussi des compositeurs. Joli lapsus, je parle de compositeurs, je veux dire évidemment des auteurs, des écrivains. Ce sont aussi des créateurs qui se situent aussi, qui ont trouvé, c'est le moins qu'on puisse dire, leur public. Kafka, c'est certes un auteur qui ouvre des portes considérables dans la modernité littéraire, mais ça n'est ni Joyce, ni même Beckett, encore moins un lettriste, en ce que c'est quand même quelqu'un qui raconte des histoires et qui a finalement un style parfois assez sec, assez dru, reconnaissable entre tous, mais qui n'est pas, comment dire, qu'un enfant pourrait parfois comprendre. Parfois. Je ne suis pas sûr qu'il serait forcément sensible à son univers, mais s'agissant de certaines des phrases, elles sont tout à fait accessibles. Flaubert, ce serait un peu différent probablement. Ce que je veux dire par là, c'est que donc tu parlais de la question de savoir si, d'une certaine façon, on ne crée pas toujours contre soi-même et quel doit être le rapport d'authenticité et de sincérité d'un créateur qui est probablement contraint de se dédoubler pour être à la fois lui-même et un autre que lui-même dans son travail d'écriture. Je me sens souvent très proche de réflexions qu'avait Ravel, pour moi peut-être le plus grand des compositeurs de tous les temps, enfin celui pour lequel j'ai le plus de tendresse et d'affection en tout cas, qui disait que l'authenticité et la sincérité étaient de bien peu de secours quand elles n'étaient pas épaulées par un artisanat dont il pensait qu'il fallait le prolonger chaque jour, dans un travail considérable et qu'il considérait parfois lui-même comme épuisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravel va très loin. Ravel dit, quand il donne des conseils à d'autres, de ces apprentis compositeurs qui viennent le voir, ne vous préoccupez pas de savoir si vous devez trouver votre style maintenant. Ne vous préoccupez pas de votre style. D'une certaine façon, commencez par pasticher le style des plus grands. Et si vous avez une certaine personnalité artistique, elle va éclore d'elle-même. Et il avait cette formule qui me semble très juste, qui était quelque chose comme: si un compositeur se lève un bon matin et se demande ce qu'il doit faire pour être original à tout prix, il peut être à peu près certain d'une chose, c'est qu'il ne sera pas original.
ce qu'il est, enfin, il était bien placé pour le dire. Dans le cas de Ravel, c'est assez saisissant. D'abord, comme pour Bartók, malgré l'incroyable identité stylistique qu'il y a chez lui, il y a quand même plusieurs Ravel. Entre le Ravel extrêmement hiératique, presque décharné, satiste, on pourrait dire, d'une mélodie comme Sainte, extrêmement simple, dans des accords presque toujours parallèles, et l'opulence incroyable de l'orchestre du début du lever du jour de Daphnis et Chloé, on a l'impression d'avoir deux mondes extrêmement différents. Entre les sortilèges des valses nobles et sentimentales et l'abstraction aride des chansons madécasses, on n'a pas l'impression d'avoir le même compositeur. Et pourtant, je ne vais pas entrer trop dans la technique, mais on pourrait déterminer assez facilement ce qui crée l'unité de ce génie. Je crois que j'ai commencé à écrire avec un peu moins de souffrance et de douleur lorsque j'ai cessé de me poser la question de savoir ce qu'il fallait faire pour être original. Mutatis mutandis, et enfin, sans me comparer à ce très grand qui était Barthes, vous vous souvenez de cette phrase de Barthes pour le moment qui dit un jour, je me suis dit que je ne vais plus me poser la question de savoir si je devais être résolument moderne. C'est plus ou moins ce qu'il dit en référence à Rimbaud. Je ne crois pas être moins moderne ou moins original que d'autres de mes contemporains parmi les compositeurs qui pensent l'être à tout prix. J'ai simplement cessé de chercher à considérer que c'était une valeur en soi indépassable et qu'il fallait avoir en permanence présente à l'esprit. Jean-Pierre Dupuis, tu ne m'as pas reconnu, c'est moi qui t'ai demandé d'improviser sur Tristan. On a un technicien anti-wagnérien qui refuse de donner la parole à Jean-Pierre Dupuis. Dans Golliwood, c'est côte de Debussy, c'est ça? Non? Il y a l'accord de Tristan et aussi cette succession infinie d'accords qui n'arrive jamais à résolution. Hein. Bon, ok. Alors pour moi, Bernard Herrmann, qui est considéré comme un compositeur secondaire, puisque la musique de film, je pense, c'est injuste de dire cela, que la musique de film est un genre mineur. Mais enfin, bon, peu importe. Mais alors, en musique, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'avait intéressé, c'est Hans Roth et Mahler, bon, enfin, qui ajoute, qui d'une certaine manière est... Donc ça marche en sens inverse, quoi. Hein. C'est pas l'imitation, c'est au fond l'inverse. C'est un créateur, peut-être mineur par rapport au modèle original, mais qui contribue à créer le modèle original, hein, ou à le compléter en tout cas. Bon. Alors, est-ce que ça t'arrive? Alors, tu as parlé de ta volonté de... Enfin, plutôt, comment tu pouvais devenir original, enfin, mais qu'en est-il de tes imitations, enfin, justement, de tes modèles, et est-ce que tu estimes, justement, que la musique que tu crées en ce sens complète la musique de ton modèle? Voilà, c'est ça, au fond, ma question. Alors, c'est vrai qu'il y a du
Mahler et du Wagner chez Hermann. Il y a aussi du Ravel d'ailleurs, hein. Si on prend ce qui irrigue une bonne partie de Vertigo justement, cet accord-là, je ne vais pas entrer trop dans la technique, mais c'est un accord avec une tierce mineure, une quinte et une septième majeure. Le fait d'avoir tierce mineure, septième majeure, c'est une chose qu'on trouve énormément chez tous ces accords sont des accords ravéliens, mais effectivement qui va faire sien. Et sous sa plume, ils deviennent des accords hermanniens. Alors, bonne question. Effectivement, j'aurais eu tendance à vouloir y répondre en me référant au plagiat par anticipation de Pierre Bayard. Alors, vous savez peut-être qui est Pierre Bayard. Pierre Bayard est un universitaire un peu iconoclaste, qui est professeur, je crois, à Paris 8, également psychanalyste, et qui s'est intéressé dans beaucoup de ses livres aux noms eux-mêmes, aux titres assez iconoclastes. Par exemple, le plagiat par anticipation, mais aussi comment améliorer les œuvres ratées, comment parler des livres que l'on n'a pas vus, comment parler des lieux où on n'est jamais allé, quelque chose comme ça. Qui a tué Roger Ackroyd? Aurais-je été résistant au bourreau? Le cas Tolstoïevski, où il s'intéresse à ce personnage hybride, monstrueux, qu'il met en scène, qui est quelque chose entre Tolstoï et Dostoïevski. Alors, au-delà de l'aspect canularesque et parfois franchement drôle de ces textes, il y a une réflexion parfaitement sérieuse, et je pense souvent très profonde. Et il s'est amusé justement à théoriser, ou à développer plutôt, l'intuition que Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, avait eue s'agissant de cette idée de plagiat par anticipation. Alors, qu'est-ce que ce serait le plagiat par anticipation? C'est par exemple le fait, c'est un exemple assez bon, je pense, que donne Pierre Bayard, dans un extrait de Zadig. Zadig arrive à démêler une intrigue quasiment policière à partir d'indices, d'une façon qui, pour un lecteur d'aujourd'hui, rappelle étrangement ce que pourrait faire un Sherlock Holmes. Et donc, 100 ans avant son grand devancier, Voltaire, on va dire, fait du Conan Doyle par anticipation. Il donne un certain nombre d'autres exemples assez convaincants. L'un d'entre eux, s'agissant de Tristan. Alors, Maupassant est un excellent plagiaire par anticipation dans un de ses textes de Proust. Et tu citais Tristan. Évidemment, chacun sait que le Tristan de Tristan et Iseult est un personnage romantique, un demi-millénaire avant le romantisme, quelque chose comme ça, enfin à peu près un demi-millénaire. Bon. Ce qui est assez juste là-dedans, c'est que tu mets le doigt sur deux choses. D'abord, le fait qu'effectivement, comme improvisateur, et je ne suis pas le seul, j'ai tendance à improviser dans un style qui est plutôt plus consonant, moins expérimental, plus tonal au sens large que mon style de compositeur. On pourrait dire que c'est tout simplement lié au fait que lorsque tu me demandes d'improviser à partir de l'accord de Tristan, je fais un pastiche plus ou moins réussi de Wagner. Si on me donne comme thème les variations Goldberg, une des façons de le traiter, ce serait effectivement de se mettre dans la peau, c'est pas facile, de ce génie absolu qui était Bach et d'essayer de faire du faux Bach. Bon. Mais à côté de ces cas limites, dans d'autres cas aussi, et je voudrais juste faire remarquer que je ne fais pas exception par rapport aux autres compositeurs, improvisateurs, dans d'autres cas aussi, il m'arrive, même lorsque je ne fais pas du pastiche à proprement parler, d'avoir, quand j'improvise, un style, encore une fois, plutôt moins avant-gardiste, si tant est que je sois vraiment avant-gardiste quand j'écris la musique, que la musique que je compose. À vrai dire, c'était, semble-t-il, le cas, d'après les témoignages qu'on a, de tous les très grands organistes-compositeurs, de Franck à Thierry Esquèche aujourd'hui, en passant par Vierne, Widor, Messiaen, Pierre Cochereau,
l'anglais et d'autres encore. Il faut croire que lorsque l'on improvise, on est un peu plus sur la défensive parce que l'on est d'une certaine façon sans filet et que l'on prend plus de risques, et pour essayer, on va dire, de se couvrir contre ce risque plus considérable que l'on prend, on va avoir tendance à se servir davantage de sa mémoire digitale ou de sa mémoire tout court et de ne pas nécessairement aller explorer, d'autant moins que l'on n'a pas le temps, la totalité des possibles qui sont à disposition. On cherche une certaine efficacité, là encore, en ne se refusant pas à faire en sorte que votre inconscient vous dicte tel ou tel truc qui a déjà été développé par vous ou par d'autres en composition. Donc oui, je ne pense pas faire exception à la règle, et même s'il arrive parfois que je recherche dans mon travail de compositeur à m'inspirer de ce que j'ai pu faire comme improvisateur, en faisant pour le coup un travail de mémoire et en essayant de coucher ensuite au propre sur le papier une chose qui m'est apparue l'espace d'un instant dans cette création dans l'instant qui est l'improvisation, oui, ça peut se produire. Est-ce que j'ai à peu près répondu à ta question ? Tu voulais une improvisation, je crois. Oui, une improvisation peut-être pour revenir à notre sujet qui est l'humain. C'est un tout petit poème du poète persan Saadi qui est gravé sur le fronton de l'immeuble de l'ONU à New York. Tous les êtres humains sont membres d'un même corps, car ils furent créés tous d'une même essence. Lorsque un seul de ces membres viendra à souffrir, il faut que tous les autres membres ressentent cette souffrance. Et si tu ne sens pas la souffrance de l'autre, tu ne mérites pas le beau nom d'être humain. Parce qu'en persan, il y a la musique et persane quand même.
celui-là. Oui, les rencontres de Cannes, ça permet des moments comme ça. Ça, c'est cadeau, ça. Vous voyez les nouveaux, vous voyez, c'est ça, comme ça depuis 14 ans. Donc là, il y a une transmission, et les anciens, comme Pierre-Henri, comme Fred, Lélie, enfin, etc. Voilà, c'est ça. Bienvenue dans la grande famille des rencontres de Cannes. Carole, un grand, grand, grand merci.